Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Thibaut Gouache. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président du groupe Everen. C'est un groupe qui réunit plusieurs entités historiques. Je vais citer les deux principales sites et Vibratech. Il y a des points communs entre ces entités historiques? Oui, tout à fait. Donc, déjà, une question d'âge. C'est deux entreprises françaises qui ont à peu près une quarantaine d'années et qui ont la même mission fondamentale, qui est celle de faire durer. Donc, site, c'est parti plutôt des infrastructures, des ponts, des centrales nucléaires, des barrages. Et elles réunissent tout un tas d'expertises différents qui sont mis au service de faire durer ces infrastructures. Du côté de Vibratech, c'est la spécialité de la vibration et de l'acoustique, qui est quelque part le premier ennemi de la durabilité des équipements, des trains, des voitures, de tout ce qui peut bouger et vibrer. Et donc, ces deux entités-là, elles sont mises ensemble pour faire durer les équipements et les infrastructures critiques et de faire ce pool d'expertise qui est nécessaire aujourd'hui pour aborder et faire durer les infrastructures et équipements critiques. Justement, on parle d'expertise. Ce sont des experts de quel type de domaine? À quel point vous retrouvez avec des expertises, un spectre très large en fait? Mais c'est assez large. On pourra revenir sur pourquoi il nous faut autant d'expertise, parce que les infrastructures, les équipements sont soumis à de plus en plus de points de difficulté. Mais pour répondre à votre question, en termes de variabilité d'expertise, on va avoir des experts du génie civil, du béton, du métal. On va avoir des experts sur le revêtement, ce qu'on va venir mettre de la peinture pour protéger les équipements et les infrastructures. On a des experts de la vibration, on a des experts de l'acoustique. On va aussi avoir des experts de l'instrumentation, du monitoring. Donc, on a une très, très grande diversité d'expertise mis au service, encore une fois, de la durabilité des infrastructures et des équipements. Est-ce que, alors, si on remonte un peu plus loin en arrière, chacun travaille dans son silo et le fait de réunir tout le monde autour d'un même projet, c'est relativement nouveau ou pas? Alors, le fait qu'on ait besoin d'une multiplicité d'expertise pour être au chevet de ces infrastructures et de ces équipements, ça, c'est pas nouveau. C'est quelque part depuis le début qu'on a agrégé ces différentes expertises. Ce qu'on a choisi, nous, en tant qu'entreprise, en tant que groupe, il y a quelques années, c'est de commencer à faire de la croissance externe et donc à agréger et à devenir un véritable carrefour d'expertise. Donc, le geste initial, il était là. Maintenant, on commence à agréger de plus en plus d'entreprises autour de ce projet de faire durer les infrastructures, les équipements. Ouais, avec cette bannière commune, en quelque sorte, qui s'appelle Everen. Qui est nouvelle. Vous venez de c'était l'an dernier, c'est ça? Tout à fait, c'est en 2025. On a créé finalement un nom de famille. On avait des prénoms avec des personnalités très fortes et on s'est doté d'un nom de famille, donc le groupe Everen, qui est ce carrefour d'expertise. Il a du sens, ce nom? On y met beaucoup de choses différentes. Vous avez quelque part une notion de durabilité. Vous avez un peu le mot anglais ever à l'intérieur. Vous avez une notion d'énergie. On est très présent dans le secteur de l'énergie également. Il y a aussi une notion d'excellence. Vous y voyez un peu l'Everest. Ce que j'aime bien avec le nom, c'est comme quand on nomme un enfant. Vous y mettez quelque chose et puis l'enfant fait ce qu'il veut lui de ce prénom. Il va grandir, ce nom. Exactement. Et donc ce nom va grandir et nous accompagner. C'est un groupe français, indépendant. Qu'est-ce qu'on peut dire de la structure du groupe Everen? Le groupe Everen, c'est une ETI française qui a une volonté et une stratégie de se développer à l'international et notamment à l'Europe. Mais on va dire que 90% aujourd'hui de notre activité est française. C'est un groupe indépendant. Cette indépendance, ça fait partie des 3 valeurs, entre guillemets, inscrites au fronton d'Everen, qui sont l'indépendance, l'expertise et le terrain. L'indépendance, elle est hyper importante pour nous parce que quand on accompagne quelqu'un qui exploite ou qui est propriétaire d'un équipement ou d'une infrastructure, il faut qu'elle s'assure qu'elle ait un avis le plus neutre possible. Cette indépendance, ça va se matérialiser très rapidement par 2 choses qui sont très importantes. La première, c'est l'indépendance capitalistique. Donc 70% du groupe est détenu par les salariés et par les managers du groupe. Et après, c'est une indépendance technologique. C'est-à-dire que nous, on va investir beaucoup dans les nouveaux produits, les nouvelles technologies pour ne jamais être dépendant, on va dire, d'un fournisseur particulier pour qu'on puisse toujours apporter le meilleur service possible à nos clients. Est-ce que vous êtes, alors je vais commencer par le négatif, est-ce que vous êtes parfois le porteur de mauvaises nouvelles?
Alors oui, ça arrive, c'est sûr. Si on fait le parallèle avec le médecin, les médecins, ça arrive qu'ils nous annoncent des mauvaises nouvelles. Souvent, on a des mauvaises nouvelles parce qu'on n'a pas assez anticipé. Quelque part, la tagline du groupe, c'est voir loin et agir maintenant. Donc de temps en temps, on apporte maintenant tout de suite une mauvaise nouvelle, mais ça va être pour se projeter dans la durée, pour voir loin, pour prendre les bonnes décisions de maintenance aujourd'hui qui vont faire que l'équipement ou l'infrastructure va durer le plus longtemps possible, va coûter moins cher. Et c'est vrai que souvent, on veut retarder les investissements, on veut retarder la maintenance. Et nous, on est là pour donner le bon dosage, pour faire les bons choix, pour mettre juste ce qu'il faut, mais suffisamment tôt pour ne pas avoir des coûts importants plus tard. Est-ce qu'on est un pays particulier en termes d'infrastructures sensibles, ou est-ce que finalement on retrouve en France des problématiques qui sont les mêmes un peu partout ? Alors, on est, je pense, assez singulier en France sur les infrastructures, les équipements sensibles à deux niveaux. Le premier, c'est qu'on a des paysages très variés. On a de la montagne, ce qui fait qu'on a beaucoup de tunnels, on a beaucoup de ponts. On a aussi fait le choix du nucléaire et de l'hydraulique, ce qui fait qu'on a un certain nombre d'infrastructures. Et on a fait des choix d'indépendance stratégique. Et donc, on a des infrastructures de défense également qui sont particulières et dont il faut prendre soin. Et donc, en ce sens-là, on est plutôt assez unique en France parce qu'on a beaucoup d'infrastructures. Et après, si on dézoome, l'Europe a également beaucoup d'infrastructures avec les Alpes qui sont posées quelque part un petit peu au plein milieu. Et par ailleurs, on a une culture de la maintenance qui est plutôt assez élevée en France. On n'en fait pas tout à fait assez, mais quand je compare à l'état des infrastructures américaines ou dans d'autres parties du monde, on peut, et là c'est le citoyen qui parle, être assez fier et assez rassuré sur le fait qu'on s'occupe bien de nos infrastructures. Ouais. Avec évidemment les questions du changement climatique, du risque, des risques liés à ces changements climatiques. Vous dites ceci: dans un monde où les infrastructures sont de plus en plus exposées aux aléas climatiques, aux pressions énergétiques, garantir leur fiabilité est un enjeu de souveraineté. Est-ce que cet enjeu, il est suffisamment compris par vos interlocuteurs publics, que ce soit l'État ou les collectivités locales, surtout dans une période où les budgets de ces dits interlocuteurs publics sont en berne? Alors, c'est jamais simple. Enfin, la collectivité publique, elle est contrainte. Et il y a un élément supplémentaire que je pourrais vous partager, c'est que construire du neuf, ça s'inaugure. On fait une très belle cérémonie, on très bien ce que vous voulez dire, oui. etc. C'est quelque part, nos métiers, ils sont parfois un peu frustrants parce qu'au fond, si on fait bien notre métier, personne s'en rend compte. Ouais. C'est-à-dire que nous, les exploitants de ponts, de tunnels, la collectivité publique, ce qu'ils nous demandent, c'est de nous assurer que l'infrastructure, elle est dans les meilleures conditions possibles, sans qu'on dérange du tout son exploitation. Que nous tous, en tant que citoyens, on ne se rende pas compte que le tunnel, il a été entretenu, que le pont, il a été inspecté, que la centrale, elle a été monitorée. Du coup, c'est un défi pour nous et c'est même une réflexion un peu plus profonde de dire comment on arrive à rendre visible et même inaugurable le fait qu'on ait inspecté un pont. Oui, parce que pour un politique, c'est aussi un enjeu. C'est de l'utilisation d'argent public que l'on voit ou que l'on ne voit pas. Tout à fait. Et donc, quand il s'agit de se faire réélire, c'est aussi important de pouvoir porter cet argument. Dans votre phrase, vous dites infrastructure de plus en plus exposée aux aléas climatiques. C'est une évidence. Nous, on l'est dans nos vies quotidiennes. Donc, les infrastructures aussi, avec quelles conséquences ? Alors, il y a plusieurs... Parce qu'il y a tant d'aléas climatiques que c'est difficile de répondre à la question, mais peut-être le point le plus critique. Tiens, par exemple, c'est une question totalement de Béotien, mais je pense aux millions de Français, il y en a qui nous regardent, dont les maisons sont concernées aujourd'hui par le problème du gonflement retrait argile. Est-ce que c'est vrai aussi pour les infrastructures ? Tout à fait. Pour moi, il y a face... au changement climatique, il y a les infrastructures, les équipements, il y a deux grandes familles de difficultés qu'ils ont. Il y a tout ce qui va être sollicitation par la météo, par l'air, donc ça va être du vent très très fort, et ça va être des pics de température, du très froid qu'on vient de connaître, comme du très chaud. Et ça va venir dilater, contracter, et quelque part mettre de la tension et de l'effort. Et après, vous avez ce que vous décrivez, qui est en dessous, c'est le sol. Le sol, il va devenir très sec,
ou très humide. Vous allez avoir des glissements de terrain. Et là où avant, on pouvait considérer finalement l'environnement de nos infrastructures comme assez stable, de plus en plus, on est amené à regarder la stabilité et la menace que l'environnement peut peser. Donc, c'est soit le sol en dessous qui évolue et qui change, soit c'est le sol à côté. Il va falloir mettre en place des protections. Est-ce que ça veut dire aussi de nouveaux risques qui n'existaient pas il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années et qui apparaissent aujourd'hui? Oui, tout à fait. Vous avez ces risques qui sont liés, encore une fois, au sol qui va évoluer différemment. Après, si on dézoome, il y a la contrainte climatique. Donc là, c'est plutôt un sujet d'adaptation, ce dont on vient de parler. Il y a la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est un énorme enjeu. Et là, qui est couplée à la contrainte budgétaire. Pourquoi je la couple? Parce que aujourd'hui, plutôt que de construire une nouvelle infrastructure, on va vouloir prolonger la durée de vie de cette infrastructure. Voire, on va vouloir augmenter ce qu'elle est capable de faire. Vous allez avoir un pont. Ce pont, initialement, il était prévu uniquement pour faire passer un tramway. Eh bien, on va vouloir ajouter une passerelle piétonne. Ça, on prend un ouvrage et on lui en demande plus que ce pourquoi elle avait été conçue. C'est aussi pour ça qu'au sein du groupe, on a des ingénieurs qui sont capables de faire du calcul et de conseiller les maîtres d'ouvrage, les collectivités publiques pour cet ouvrage-là, vous allez pouvoir, en le renforçant ici et là, augmenter sa capacité portante. Et après, dans les contraintes qui sont sur nos infrastructures et nos équipements, on a également l'enjeu de nous tous citoyens. Je pense qu'on devient tous de moins en moins tolérants à l'indisponibilité. Et c'est pour ça que dans nos métiers, non seulement il faut qu'on inspecte, qu'on surveille, mais il faut qu'on le fasse de manière de plus en plus discrète, de plus en plus furtive, et ce qui nous amène à investir dans différentes technos pour faire des inspections le plus discrètement possible, sans perturber les exploitations. Alors, on parlait de vos interlocuteurs publics, on est quand même dans une période particulière, toujours pas de budget 2026. Est-ce que ce flou, il impacte votre activité ou pas ? Alors, oui et non. Les éléments ce flou budgétaire, il nous impacte peu sur les activités d'exploitation, c'est-à-dire que les ouvrages, ils sont là, il faut les maintenir, et c'est des budgets, des contrats à long terme, et fort heureusement, l'inspection et la maintenance chez EDF, qui est un client important pour nous, elle ne fluctue pas en fonction des décisions politique court terme. C'est vraiment de la vision long terme. Par contre, on a un certain nombre de projets plus dans la phase de conception. Si je regarde, on accompagne beaucoup sur les impacts d'une nouvelle ligne de tramway, par exemple, sur les impacts acoustiques que ça peut avoir sur les riverains. Ça, typiquement, l'activité dans le développement ferroviaire, on l'a également dans l'aérien ou dans la défense, ça va être freiné par l'instabilité budgétaire. Donc, on a des éléments dans notre activité qui sont effectivement impactés. Parce que moi, j'ai été frappé par cette alerte donnée par les dirigeants de la banque JP Morgan qui étaient venus s'installer en France après le Brexit, qui disent clairement, ils ont communiqué là-dessus, nous pourrions déménager ailleurs. Est-ce que d'une manière générale, alors là c'est au-delà de votre activité, c'est le chef d'entreprise qui parle, quoi. Est-ce que ce climat général finalement vous inquiète ? Alors, ou est-ce que vous vous dites, on a des fondamentaux, on est un pays qui reste puissant et on va sortir de cette crise? Ouais. Alors, forcément, quand il y a du flou, il y a un loup. Donc, l'instabilité, le flou, c'est jamais bon. Et on voit bien que on se pose des questions. Nous, quand on fait nos exercices budgétaires, on se pose des questions de comment vont évoluer les charges patronales, salariales. Donc, ça met du flou et c'est vrai que c'est jamais une bonne petite musique. Maintenant, quand on dézoome sur la situation actuelle, pas obligé que la France en tête et l'Europe en général, c'est le bassin de consommation le plus grand du monde. On a des technologies, on a des fondamentaux qui sont bons. On a l'énergie, on a une énergie décarbonée en France qui est extrêmement vertueuse. Donc moi, je suis pas inquiet sur le long terme, mais oui, sur le court terme et sur l'année, c'est sûr qu'on serait plus confortable si on avait un peu plus de visibilité sur les budgets étatiques. Bon, j'ai commencé par les questions un peu pessimistes. Ça tombe bien parce que Valérie Brisac, qui préside la communauté des entreprises à mission, qui était à votre place la semaine dernière, elle vous demande d'être optimiste. On l'écoute. Bonjour Thibault. Alors pour faire écho à la nouvelle année, quelles sont vos 3 raisons d'être optimiste pour l'économie française en 2026 ? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai qu'actuellement, avec
les quelques nouvelles, des fois on pourrait juste être un peu pessimiste. Oui, tout à bien fait. Sûr. Ça va résonner un petit peu avec cette notion d'impact, mais moi je vois de plus en plus d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprises qui, sans renier le caractère et la vocation économique de l'entreprise, se plongent dans les notions d'entreprise à mission et mettent la mission de l'entreprise avant sa rentabilité économique. Et c'est... Alors, on voit le déployer un petit peu dans des grands groupes, etc. Mais surtout, l'impulsion première de beaucoup de dirigeants et de jeunes entrepreneurs que moi, je peux rencontrer est tournée vers ça. Après, les autres... moi, je suis très enthousiaste et je pense que les bonnes utilisations de l'intelligence artificielle me réjouissent plutôt. Alors, je sais que ça donne beaucoup d'inquiétudes sur le... On y reviendra en détail sur l'IA, parce que c'est un thème que je trouve intéressant. Ça donne beaucoup d'inquiétudes sur est-ce que ça va prendre nos jobs, etc. Mais je pense que c'est comme la révolution agricole. Au moment où on a mécanisé l'agriculture, c'est aussi et surtout énormément de tâches pénibles et fatigantes qui ont été supprimées et qu'on a pu automatiser. Donc, je dirais, moi, alors j'en ai pas trop, mais j'en ai plutôt deux. C'est sur toutes les bonnes utilisations qu'on voit de l'intelligence artificielle, alors qu'ils font moins le buzz, parce que le positif a tendance à moins faire parler que le négatif. Et puis, ce fourmillement de bonnes idées et de gens qui partent pour créer des activités et des associations également, avec des missions très nobles. Devenir entreprise à mission, vous y songez, vous y avez songé, ou finalement vous vous dites, bon, c'est pas prioritaire pour un groupe comme le nôtre? Alors, c'est prendre le cadre de l'entreprise à mission, en tout cas, la loi Pacte, etc. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait encore. Néanmoins, c'est quelque chose qui était dans l'impulsion initiale. Sur les sujets société à mission ou RSE, nous, on commence toujours par rappeler qu'il y a 40 ans, les autres différentes entreprises du groupe Everen, elles ont été créées pour faire durer. L'infrastructure. Et au fond, tous les jours, on se réveille pour mettre de l'expertise autour d'éviter de déconstruire une infrastructure, de la faire durer le plus longtemps possible. Donc, la durabilité, elle est dans votre ADN. Elle est dans notre ADN et dans notre raison d'être. Alors, je dis raison d'être au sens pourquoi on a été créé au départ. Maintenant, le cadre de formaliser dans le cadre de la loi Pacte l'entreprise à mission, c'est quelque chose vers lequel je suis intimement convaincu qu'on ira. Maintenant, je reste bien focalisé aujourd'hui sur notre mission première, qui est faire durer les infrastructures et les équipements. Vous parliez des ponts, notamment, tout à l'heure, et alors en vous écoutant, je me souvenais de... l'accident du pont de Gênes, je recherchais la date, 14 août 2018. Alors ça a provoqué quoi? Une prise de conscience, et derrière ma question, il y a l'état des ponts français aujourd'hui. On en est où? Alors, typiquement, suite à l'accident du pont de Gênes, il y avait eu tout un travail, notamment d'une commission sénatoriale en France, sur l'état des ponts. Et puis après, il y avait des budgets exceptionnels qui avaient été votés, notamment dans le cadre du plan de relance, pour faire le plan national pont, qui avait été encadré par le CEREMA, et ça avait consisté en deux choses. C'était premièrement un recensement de l'ensemble des ponts en France et de faire quelque part leur carnet de santé. Nous, nos équipes d'inspecteurs y ont beaucoup participé. Et maintenant, on est dans une deuxième phase où les ponts les plus impactés ou les plus dégradés, on est dans une phase où on les étudie, on voit comment on peut les renforcer et comment on peut les réparer. Ce qui est certain, c'est que là, il y a des enjeux budgétaires pour que les collectivités locales elles aient de quoi réparer les ponts. Néanmoins, ça a quand même permis de voir deux choses. Un, l'état des ponts est plutôt bon. Il y a des enjeux sur quelques ponts et quelques murs de soutènement, mais l'état de notre infrastructure en France est quand même assez bon. Par contre, il y a besoin d'aider un certain nombre de petites collectivités à mieux maintenir et mieux suivre leurs ponts. Quelque part, il y a eu un grand volet de décentralisation de l'État il y a quelques années, mais on a les moyens pour les petites collectivités pour prendre soin de leur infrastructure n'a pas forcément suivi. Il y a du monitoring sur ces infrastructures, mais sur toutes les infrastructures sur lesquelles vous travaillez, c'est-à-dire vous parliez d'IA tout à l'heure, mais des capteurs, donc, c'est l'un de vos métiers. Oui, tout à fait. Si on veut s'assurer qu'une infrastructure dure ou un équipement le plus longtemps possible, donc on va s'assurer que c'est bien conçu,
Donc ça, c'est nos ingénieurs d'études, qu'ils soient vibratoires, génie civil. On va s'assurer que c'est bien construit. On est capable d'envoyer des gens sur place pour vérifier, soit en usine, soit sur le terrain, pour vérifier que les gens appliquent bien les bonnes méthodes. On va après inspecter. C'est ce que je vous racontais sur le plan national pont. Et quand on se dit, l'inspection, on a quelques doutes, on va pouvoir faire deux choses. Il y a le monitoring, c'est-à-dire qu'on va mettre des capteurs et on va suivre en temps réel l'évolution de l'ouvrage. Donc, ça peut aller à des... Ça peut être très très simple. Ça nous arrive de mettre un simple capteur suivi de fissures dans une église ou dans une mairie, jusqu'à des systèmes d'instrumentation très complexes qu'on va déployer sur le viaduc de Millau, par exemple, où il y a entre 200 et 400 capteurs partout sur le viaduc de Millau ou sur une centrale nucléaire ou sur un barrage. Et après, il y a un deuxième volet qui est plutôt du test et de la mesure. C'est-à-dire que des fois, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin de mettre du monitoring H24, mais par contre, on va juste passer un examen, un test. Je prends l'exemple d'un pont. Ouais. On va venir mettre un camion bien chargé sur le pont et on va venir mesurer comment il respire quelque part, comment il va se déformer sous cette charge. Et ça va nous permettre de se dire, bon, ben là, ce pont-là, il se comporte comme on le voulait, ou attention, soit il a du mal à revenir à sa position initiale, soit quand le camion vient dessus, il bouge un peu trop. Et donc ça nous permet de renforcer l'inspection et de savoir ce qu'il faut faire sur cet ouvrage. Alors, vous parliez d'intelligence artificielle. Comment justement l'IA, les data en général, elles transforment, elles augmentent vos capacités de diagnostic, de prévention des risques? Alors, il y a deux volets. Le premier, c'est dans le quotidien, c'est l'automatisation d'un certain nombre de tâches qui vont faire que nos experts, ils passent plus de temps à réfléchir au problème qui est posé, qui est la santé de leur infrastructure, et moins à faire de la paperasse. D'accord. Donc ça, c'est un premier gros sujet qui est lié aussi avec la performance économique de l'entreprise. Il y a un deuxième volet qui est la meilleure exploitation de la donnée. Nous, on est dans un monde où on a beaucoup, dans l'infrastructure et même dans les équipements un peu critiques, chacun est un peu un prototype. Un viaduc de Millau, une tour Eiffel, la pyramide du Louvre, qui sont parmi les ouvrages qu'on surveille. C'est des pièces uniques. Et donc, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour apprendre, par exemple, pendant 1 semaine, 2 semaines, le comportement normal de cet ouvrage, en corrélant tous nos capteurs, etc. Et on a développé des algorithmes qui permettent d'identifier dès qu'il y a une déviation par rapport au comportement normal. C'est une sorte, on parle souvent de jumeaux numériques, c'est un peu cette logique-là, en quelque sorte. C'est ça. C'est quelque part, c'est être capable d'encapsuler le comportement normal dans un modèle numérique et qui va nous permettre de lever une alerte dès qu'il y a une déviation. Alors, vous avez des exemples récents, justement, de monuments ou d'équipements sensibles comme ça, sur lesquels le monitoring et peut-être l'IA au service du monitoring a permis d'anticiper? Oui, tout à fait. Vous avez un certain nombre alors, on demande souvent de ne pas forcément citer les ouvrages, mais on a un pont qu'on surveille aujourd'hui avec des haubans et des petits bains, et vous avez des enjeux. Enfin, c'est un pont qui vieillit assez vite, et avec entre des algorithmes qui à la fois utilisent de l'image et de l'analyse vibratoire, on a été capable de détecter qu'il y avait une accélération des ruptures dans ces câbles-là. Donc, on a amené le gestionnaire de cet ouvrage de décider de le réparer plus tôt que prévu. Donc ça, c'est typiquement des monitorings qu'on n'était pas capable de faire sans l'intelligence artificielle, parce que là, vous avez vraiment un enjeu de fusion de données et images et acoustiques, et on a été capable de développer des algorithmes qui ont permis de détecter ces problèmes-là. Ouais. Allez, il nous reste un peu moins de 2 minutes. On n'a pas beaucoup parlé du S de RSE, et je voudrais qu'on se concentre sur la place des femmes, parce que vous êtes forcément une entreprise d'ingénieurs, de formation scientifique. On sait qu'il y a très peu de femmes, ou en tout cas pas assez dans ces formations. Tout à fait. Est-ce que ça bouge? Alors, ça bouge, mais pas assez vite. Nous, en tant qu'entreprise, il y a 2 volets sur lesquels on essaye de travailler. Alors, déjà, il y a s'assurer que chez nous, tout le monde est confortable, quelle que soit son origine, son sexe, etc. Donc ça, on y travaille, on y est extrêmement vigilant. La deuxième chose, c'est que c'est un travail au long cours, et on incite nos collaborateurs et collaboratrices à participer à des événements de présentation des métiers techniques et scientifiques, notamment au niveau des collèges. Alors, je fais de la pub pour l'association Elle Bouge, parce que c'est une association qui porte un certain nombre de ces sujets-là sur lesquels nous, on participe, pour
donner l'exemple et rappeler qu'il y a beaucoup de carrières absolument passionnantes dans nos métiers, que ce soit des métiers de techniciens et techniciennes, d'ingénieurs, et que c'est ouvert à la fois aux hommes et aux femmes de manière totalement indifférente. Et vous en voyez l'effet ? Pour l'instant, non. Il y a plutôt une baisse de la quantité de candidatures féminines qu'on peut recevoir. Mais encore une fois, c'est un travail au long cours. On est là pour faire durer. On fait durer les infrastructures, mais on réfléchit aussi long terme pour l'entreprise. Je sais que ce sera payant dans 10 ans. C'est-à-dire que les collégiennes qu'on voit aujourd'hui, dans 10 ans, elles arriveront sur le marché du travail. Et j'espère que la petite goutte d'eau qu'on contribue en présentant des profils et des carrières féminines techniques feront que quelques collégiennes décideront d'aller un peu plus vers les sciences et les maths. Merci beaucoup Thibaut Gouache et à bientôt sur Bismarck for Change. Merci, on passe à notre rubrique Startup tout de suite.